Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On est toujours sur la formation cette semaine, comment refaire passer des bons moments à son conjoint. Et on va en parler cette semaine, encore jusqu'à mercredi. Mercredi, il y aura encore une nouvelle formation qui va sortir. Et aujourd'hui, on va voir comment aider son conjoint au moment où il se sent mal. Au moment où il se sent mal, qu'est-ce qu'on va faire? Et pour ça, on va réfléchir. On va nous-mêmes sortir de ce mode de survie. Pour sortir du mode survie, je vais vous donner un petit truc. Je vous ai inventé un petit jeu cette semaine. Alors, je vous en ai déjà parlé sur Telegram la semaine dernière. On va faire le jeu des histoires. Si vous allez m'envoyer par WhatsApp ou par mail, comme vous voulez. Alors, soit votre histoire, soit une histoire que vous avez lue sur Internet ou une histoire de vos amis, ou une histoire totalement inventée que vous allez inventer. Parce que je voudrais que vous travailliez sur votre créativité, que vous passiez à l'action, que vous fassiez des choses. Comme tous les matins, dire bonjour à la communauté en commentaire sur YouTube, c'est une action. Il y a beaucoup de personnes qui me disent en coaching, Bruno, je vous écoute tous les jours, je lis tous les messages sur Facebook, etc., mais je ne suis pas encore intervenu. Allez-y, agissez. C'est de l'action. Vous allez récupérer votre conjoint en crise si vous agissez. Alors, on va faire ce jeu à partir de cette semaine. Envoyez-moi des messages, soit des commentaires, des histoires que vous avez trouvées quelque part sur Internet, soit la vôtre. Et évidemment, elle sera de façon anonyme sur YouTube. Je la lirai, mais de façon anonyme. Soit de quelqu'un que vous connaissez et vous allez raconter. Et ça vous fera du bien. Aujourd'hui, on va commencer. Alors, je vais d'abord vous parler quand même du thème du jour, mais il y a un pirate qui m'a envoyé son histoire. Alors je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas finie son histoire, il n'y a pas la fin. Donc je vais vous demander, tout à l'heure on va faire le petit jeu, d'imaginer qu'est-ce que devrait faire le pirate maintenant pour récupérer son conjoint, puisque c'est son objectif. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que pendant sa crise existentielle, votre conjoint a une santé mentale qui est déficiente. À la fin de sa crise existentielle, votre conjoint aura une santé tout court déficiente, il sera épuisé. Donc la santé mentale va affecter la façon dont votre conjoint pense, dont votre conjoint ressent, dont votre conjoint se comporte et dont votre conjoint réagit ou interagit avec vous. Si vous avez fait la formation pansement et criseux, vous allez voir que et pansement et criseux ont un comportement qui correspond à la triade noire. Enfin, ils ne sont pas dans la triade noire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bipolaires, ils ne sont pas psychopathes, mais ils en ont les symptômes. Ce n'est pas parce que je tousse que j'ai la Covid, mais c'est parce que mais j'ai quand même le symptôme de tout. Donc il faut que j'arrête de tousser. Il faut qu'on me trouve un moyen d'arrêter la toux. Donc là, vous allez trouver un moyen de sortir de la situation difficile situation difficile de laquelle vous êtes avec votre conjoint, Bruno se calme, et vous allez mettre ce qu'il faut en place pour bien agir et réagir face à la difficulté, aux symptômes de difficulté mentale qu'a votre conjoint. Si votre conjoint traverse un changement majeur dans sa vie, donc sa crise existentielle qui est souvent déclenchée par une maladie d'un proche, sa propre maladie, une fatigue, une remarque de client, un décès proche, eh bien ça peut entraîner une crise existentielle. J'ai un ami qui a déclenché sa crise existentielle quand il a son patron qui avait à peu près son âge qui est décédé. Voilà, c'était il y a plusieurs années maintenant, mais ça a entraîné chez lui sa crise existentielle parce qu'il s'est projeté dans le décès de son patron qui avait le même âge, qui a eu, je ne sais plus quoi, mais ça a été soudain, alors c'est peut-être pas une crise cardiaque, je crois que c'était une attaque cérébrale. Donc bien que vous puissiez être au courant de comment se passe une crise existentielle, il peut y avoir un moment, finalement, où vous allez quand même vous inquiéter de la santé mentale de votre conjoint. Et si vous voulez repasser des bons moments avec votre conjoint, c'est le thème de la semaine dans la formation. Je vous rappelle que vous avez les, je ne sais plus combien il y en a, 125, 130, je ne sais plus, 125 formations en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des formations. Et bien à un moment donné, vous allez devoir dire, si vous voulez repasser des bons moments avec votre conjoint, comment je traite la santé mentale, les symptômes de santé mentale de mon conjoint. Et effectivement, il y a un principe, c'est de toujours devoir s'occuper de ses affaires. Mais si votre conjoint vous le demande, c'est là où vous allez faire en sorte que cette conversation soit quelque chose de plaisant pour votre conjoint, et en tout cas qu'il se sente mieux après la conversation qu'avant. C'est une pépite que je vous donne là. C'est une pépite, mes pirates. C'est-à-dire que vous allez récupérer votre conjoint petit pas par petit pas. Votre obsession,
c'est est-ce qu'à la fin d'une interaction avec mon conjoint, on a ensemble résolu un problème? Est-ce qu'on a profité d'une opportunité? Hein, je vois mon conjoint ce soir, je passe un bon moment. J'avais un problème qui nous cassait les pieds, eh bien on a réussi à le résoudre. Et tout ça en passant un bon moment. Votre obsession, si vous voulez repasser des bons moments ensemble avec votre conjoint, c'est premièrement de régler des problèmes avec lui, mais petit problème par petit problème, parce que si vous dites comment on se remet ensemble alors que ce n'est pas le moment, ça va faire trop. Mais si votre conjoint a un problème et qu'à la fin de la conversation, il n'a plus ce problème-là, vous avez enlevé de la souffrance chez votre conjoint, ça va le faire. Votre conjoint va voir un pansement, des collègues de bureau qui font la fête, un adultère ou autre, parce qu'il est en souffrance, parce qu'elle est en souffrance, hein, conjoint, il ou elle, peu importe. À la mode, les yel, voilà, on va dire les yel. On est à la mode. Donc votre conjoint va voir son pansement ou ses pansements parce qu'il se sent mal, parce qu'il est en souffrance. Donc les conversations, les interactions que vous allez avoir avec votre conjoint, c'est pour diminuer la souffrance ou pour augmenter le plaisir. Donc profitez d'une opportunité. On a créé ensemble un week-end, par exemple, ou diminuer une souffrance qui nous embêtait. Donc vous allez vous occuper de vos affaires, mais si votre conjoint vous pose une question par rapport à son sentiment où il se sent mal, etc., vous allez devoir en parler. Et vous allez en parler, c'est là le secret, sous forme de storytelling. Ben, c'est marrant parce que moi aussi j'ai du mal à dormir la nuit. Bon, je ne sais pas pourquoi, la nuit dernière, là, je me suis réveillé, j'ai dû aller boire à 4 heures du matin. Un verre d'eau évidemment, avec modération. Même le soda stream avec modération. Donc vous voyez, vous allez raconter une histoire en disant on est pareil finalement. C'est là où vous allez passer un bon moment. Et si vous dites qu'est-ce que tu ferais? Écoute, moi je suis mal placé. Hein, d'abord parce que je suis ton conjoint. D'abord parce que je ne suis pas psy. L'autre jour j'ai eu un coaching avec une piratesse qui me dit mais Bruno, je suis psy. Donc il ne pouvait pas dire à son conjoint je ne peux pas t'aider parce que je ne suis pas psy. Ben justement, c'était le capitaine a l'idée immédiatement de dire ben justement, quand on est psy et qu'on est sérieux, on ne donne pas de conseils d'abord. Et en plus, on ne donne surtout pas de conseils à un proche, parce qu'il y a de l'émotion. Hein. Comme un chirurgien, s'il peut, il ne va pas opérer un proche, son enfant, son conjoint, etc. Parce que techniquement, l'émotion pourrait le perturber. Donc là, c'est pareil. Donc, soit vous êtes psy et vous dites, bah, écoute, je suis psy, mais tu sais que quand on est psy, on ne peut pas donner de conseils émotionnels à son conjoint. Et si on n'est pas psy, on dit, écoute, je ne suis pas psy. Mais on donne quand même une réponse en disant, écoute, moi, je ne sais pas, je ne suis pas à ta place, je ne suis pas psy, mais peut-être que je ferai des exercices de détente. Peut-être que je ferai plus de sport, mais enfin, je ne suis pas à ta place. Vous voyez, hein, c'est vous aider à répondre à un problème. Donc qu'il s'agisse de votre conjoint, vous aurez aussi un peu la même discussion avec vos enfants qui peuvent être en problèmes mentaux face à la crise de votre conjoint, ou même en crise existentielle, lui aussi, votre enfant, s'il est en crise d'adolescence, eh bien finalement, vous verrez que vous avez à peu près les mêmes questions. Alors que dire, par exemple, à quelqu'un qui est en crise et qui est un ado? Vous voyez votre enfant qui n'est pas heureux, ça peut venir de la crise de votre conjoint, mais on va changer de sujet, on va dire, tiens, prenons par exemple votre nièce qui a 15 ans, et depuis quelque temps, elle travaille mal à l'école, elle n'interagit plus beaucoup avec les gens, avec vous, elle était super sympa, là c'est plus dur, elle ne prend plus soin d'elle-même, et elle ne s'entend plus avec sa famille et ses amis. Tiens, est-ce que ce ne serait pas exactement les mêmes critères que quelqu'un qui fait sa crise de la trentaine, de la quarantaine? Ou à quelque chose de peu. Ça ne va pas au boulot à la fin, hein, ça ira pas au boulot. Elle n'interagit pas avec vous. Elle ne prend pas soin d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle va finir fatiguée. J'avais un coaching l'autre jour là, où la personne en crise n'arrivait plus à manger. Elle ne mangeait plus qu'une fois par jour, elle n'arrivait plus à manger. Et elle ne s'entend pas avec ses amis, etc., avec sa famille. Donc c'est pareil que vous. Pareil, c'est les mêmes crises. Donc quand il semble que quelque chose ne va pas dans la bonne direction pour une ado de 14 ans ou de 15 ans, on peut avoir une conversation avec elle si elle le demande, mais en tout cas, on ne va pas aborder la conversation nous-mêmes, on ne va pas rendre la conversation nous-mêmes, et on ne va pas essayer non plus de forcer la conversation. Si vous le demandez à ce moment-là, oui, hein, vous interviendrez.
Par exemple, vous pouvez quand même poser une question à votre ado ou à votre conjoint en crise, c'est: «Tiens, je vois que tu as fait un nouveau tatouage, qu'est-ce qu'il signifie? Je vois que tu écoutes une nouvelle musique, qu'est-ce que c'est cette musique?» Vous voyez? On prend le truc pas en y allant, frontalement, mais on va montrer que l'on est prêt à en parler. Et quand votre conjoint en crise, comme un ado, sera prêt à en parler, et c'est là qu'il va lâcher. Finalement, hein, on peut dire, si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre, hein, je serai là. Ben on va commencer par prendre un café, par exemple, hein. Moi, je prendrais bien un café, quelque chose comme ça. Vous voyez, vous ouvrez la conversation et vous ressortez de la conversation en disant: «On pourrait prendre un café», et vous parlez d'autre chose. Si votre conjoint saisit la balle au bon, ben à ce moment-là, c'est tout bénef, on pourra en parler. Si vous voyez, par exemple, des choses qui montrent que votre conjoint est fatigué, qu'il est blessé, hein. Vous pouvez avoir votre petite nièce, elle peut avoir des cicatrices à un poignet, elle peut s'habiller tout en noir, etc. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose. Vous pourriez lui poser des questions ouvertes éventuellement, mais toujours par un détail, hein. Qu'est-ce que c'est cette cicatrice? Qu'est-ce que c'est ça? Si la personne en crise vous balaye d'un revers de main, c'est que ce n'est pas le moment. Et donc, si vous voulez, comme je apprends dans la formation, réussir à récupérer votre conjoint en repassant des bons moments, il faudra attendre que votre conjoint soit prêt. On ne peut pas bronzer quand il pleut, même si on en a envie. Ok? Alors, je vais vous raconter maintenant l'histoire qui m'est arrivée, donc qui est arrivée, que le pirate m'a envoyé. Vous allez voir que c'est une histoire super traditionnelle. Et on va faire un petit jeu. Vous me mettrez peut-être sur Facebook ou en commentaire de cette vidéo, qu'est-ce que la personne doit faire finalement pour que ça se termine bien. On va faire un petit jeu. Comme ça va vous projeter finalement, vous aussi, dans ce que vous avez à faire. C'est le lundi, c'est les pirates. On se remet en situation pour bien aborder la semaine. Alors, qu'est-ce que nous dit ce pirate? 22 ans de couple, 17 ans de mariage. En 2019, mon épouse a commencé à péter les plombs au boulot. Elle est allée voir à 3 reprises sa DAF pour lui faire signer un document pour qu'elle puisse quitter l'entreprise. Alors, c'est pas forcément un pétage de plomb, hein, peut-être qu'elle a envie de changer de métier, mais en tout cas, voilà, si c'est soudain, hein, pourquoi pas. La même année, sa grand-mère est décédée. Donc, vous voyez effectivement, le décès d'une grand-mère, ce que je vous disais tout à l'heure, peut être un point de départ, hein, d'une situation difficile. En 2020, sa deuxième grand-mère décède le même jour. Ah, donc sa deuxième grand-mère, un an après, le même jour. Ah oui, ça peut perturber. Elle continue à péter les plombs au boulot, mais sa supérieure refuse de la laisser partir. Ouais, alors ça, c'est si vous êtes chef d'entreprise ou manager, ou en général, on ne peut pas retenir quelqu'un qui veut partir. Ça ne marche pas. Dans le sport, c'est pareil. Un joueur qui ne veut plus rester dans son club, eh bien, il va diminuer en performance. Alors, soit on a trouvé une solution en disant tu restes, mais voilà, on résout le problème. Soit je t'empêche de partir, mais c'est toujours, enfin, c'est la plupart du temps, c'est le plus souvent catastrophique. Donc, soit on dit j'ai compris, tu veux partir, qu'est-ce qui te manque? Eh bien, il me manque ça. Si tu l'obtiens, ou si on trouve un arrangement par rapport à ça, est-ce qu'on essaye d'être remotivé? Ou si on continue dans les conditions les mêmes, sans changement, sans équipe supplémentaire, je sais pas quoi, sans augmentation de salaire, je ne sais quoi, ça ne marche pas. Donc ça, c'est une erreur du chef. Donc elle fait un coaching bilan de compétences. Oui, alors ça généralement, quand on ne sait pas, on envoie dans un coach. C'est un coach. Alors si elle a demandé, oui, moi je veux faire un bilan de compétences, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait un but. Là, c'est toujours un objectif, comme quand vous allez voir le psy. Bonjour madame le psy, bonjour monsieur le psy. Nous venons vous voir, ma femme et moi, mon mari et moi, car nous souhaitons apprendre à mieux communiquer. Soit que nous venons vous voir parce qu'on n'arrive pas bien à communiquer et on voudrait savoir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque. S'il y en a un qui va voir pour divorcer et l'autre pour arranger les choses, il ne faut pas aller voir le psy. Et si le psy est honnête, il va vous dire, bah non, quand vous serez d'accord, hein, vous reviendrez me voir, comme le ferait le chauffeur d'un Uber ou d'un taxi. Donc elle fait un coaching bien de compétences et avec les enfants, nous retrouvons la maman et la femme qui m'a séduite. Cette année-là, une de ses collègues avec qui elle travaillait depuis 19 ans prend sa retraite. Elle le vit moyennement bien. Voilà, donc ça peut être effectivement, vous voyez qu'il y a des triggers.
Mais toujours mal-être au boulot avec des angoisses le dimanche soir. Oui, hein, si elle n'a pas travaillé sur elle efficacement. Le bilan de compétences aurait dû aussi peut-être aider à travailler ça, ou en tout cas le bilan de compétences qui est fait généralement par des psys qui sortent de la fac et qui ont des questionnaires à faire remplir, peut aider si on tombe sur vraiment un jeune étudiant au top. Ça peut arriver et ça peut aider. En 2021, son patron lui propose un rendez-vous pour comprendre sa colère au boulot. Il lui explique qu'il a besoin d'elle et lui explique qu'il lui laisse un an. Si ça ne va pas mieux, il acceptera sa rupture conventionnelle. Donc, grave erreur du patron, hein. On dit, écoute, si ça ne va pas mieux dans un an, rupture. La personne voulait une rupture, forcément, ça ne va pas aller mieux dans un an. Hein, puisque je veux partir, donc je veux tout montrer que ça que va pas mieux dans un an. Donc c'est l'inverse qu'il faudrait faire finalement, c'est qu'est-ce qu'on met en place maintenant, pas dans un an. Ah, vous voyez que des fois en management, il y a du boulot à faire aussi. Elle rentre en début d'après-midi à la maison en larmes et elle m'annonce sa décision de rupture conventionnelle. On passe le week-end et je la sens soulagée. Alors c'est pas très clair, puisque le patron lui dit on verra ça dans un an. Et puis elle rentre à la maison et dit bon, ok. Je lui explique que les enfants et moi sommes avec elle et que nous la soutenons. Ça, c'est plutôt très bien. Nous passons des superbes vacances d'été. Vous voyez, donc vous avez eu ce que vous voulez. Et à la reprise, retour de la boule d'angoisse. Elle est censée finir son travail en décembre 2021. En septembre 2021, elle doit recruter des personnes à son service. Et là, elle embauche une dame de 50 ans, divorcée et en couple. Bon, ok. Elle s'entend super bien avec elle, je ne m'inquiète pas. En octobre, nous partons en vacances et au retour, elle vient distance et passe beaucoup de temps avec ses collègues, dont cette dame. Vous voyez que vous avez soit un pansement, d'ailleurs les deux sont possibles, soit adultère, soit un collègue de bureau qui a une influence. Souvent, les personnes divorcées voudraient que tout le monde divorce. Hein, c'est souvent le cas. C'est comme ça, si on a une culpabilité, si on n'a pas réussi, nous, à récupérer notre conjoint, bon, pas vous les pirates, parce que vous avec toutes les formations, vous êtes au top. Mais sinon, c'est non, non, mais t'inquiète pas, on est plus heureux quand on a divorcé, etc. Alors que l'on sait hein, que les divorces entraînent beaucoup de stress. Et en décembre, elle lâche la bombe. Depuis, nous sommes séparés. Elle a quitté la maison en juillet 22. Donc, vous voyez qu'en décembre 2021, la bombe, et elle quitte la maison en juillet 2022. Donc, je suppose que il y avait des choses à faire qui n'ont peut-être pas été faites. Elle m'explique qu'elle étouffe, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà. Alors, ben, ça s'arrête là. Je pense qu'il y a dû y avoir une coupure dans le fichier puisqu'on s'arrête à juillet 2022. Alors, qu'est-ce qu'aurait dû faire, on va faire ce jeu-là, qu'est-ce qu'aurait dû faire le pirate pendant la période de 2021 à 2022, donc vraisemblablement qu'il n'a pas eu le temps de faire, qu'il n'a pas su faire, qu'il n'a pas pu faire, vous ne connaissez pas, et qu'est-ce qu'il pourrait faire maintenant? La personne est partie, ça fait 6 mois, donc au moment où je vous fais la vidéo, ça fait presque 8 mois. D'après vous, alors on va faire deux choses. Qu'est-ce que le pirate a fait qui a fait qu'on en arrive là? Ce n'est pas juste sa raison, hein, mais qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour y arriver? Le fait que vous réfléchissiez à ça pour le pirate hein, va vous aider effectivement à projeter sur vous qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, etc. Je trouve que ce jeu des histoires va beaucoup vous aider, les pirates, à vous sortir de cette situation certes difficile, mais qui n'est pas la fin de couple si vous la gérez bien. Hein. La crise de couple n'est pas la fin de couple, c'est un point de passage, comme une crise immobilière hein, n'est pas une crise immobilière. Voilà, hein, c'est pas la fin. Bruno, n'importe quoi. Une crise immobilière, c'est pas la fin de l'immobilier, c'est un point de passage. Passez le lundi que vous préférez, mes pirates adorés, je vous kiffe.